et bienvenue à cette 8e saison du Club de lecture Le Bouquineur. Il nous fait plaisir encore aujourd'hui de vous retrouver pour parler de cette passion commune que nous avons toutes et tous pour la lecture. Monique Barriot et Micheline Saint-Arnaud seront avec moi tout au long de la saison pour partager ce temps d'antenne avec vous. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, et aussi, nous aurons, comme à toutes les années, des auteurs et des autrices qui viendront nous parler de leurs romans. Et nous aurons aussi des gens qui viendront nous parler de leur ouverture sur le monde par les livres. Alors, je commence sans tarder avec notre invitée de la semaine, Madame Hélène Desperriers, figure marquante du théâtre parmi nous. Bonjour, Madame Desperriers. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du théâtre parmi nous. On sait qu'en 1973, vous avez fondé le théâtre parmi nous avec de jeunes comédiens et jeunes comédiennes. C'était à Québec. Maintenant, ça se retrouve à Victoriaville et c'est bien connu, le théâtre parmi nous. Vous en êtes maintenant la co-directrice artistique, c'est bien ça? Oui. Et j'aimerais, si vous me le permettez, souligner qu'en 2013, vous avez fait l'objet d'une reconnaissance exceptionnelle en recevant par le gouvernement du Québec le titre, et je cite, « Chevalière de l'Ordre national du Québec ». C'est pas peu dire. Ah, ouais. Et en 2017, vous avez aussi reçu l'Ordre victorien qui est remis par Victoriaville et sa région, et ça a été pour votre apport vraiment incroyable au développement culturel, bien sûr, de notre région. Vous êtes notre invité aujourd'hui pour parler un petit peu de votre écriture, parce que vous écrivez, comment c'est arrivé, mais aussi l'implication du théâtre parmi nous au niveau de la sensibilisation et de l'éducation citoyenne. C'est vraiment un objectif que vous tenez à cœur, cet objectif-là. J'aimerais ça que vous nous parliez de comment est arrivée l'écriture en rapport avec ça. En fait, comment est arrivée l'écriture de ma vie? Je pense que j'ai toujours aimé l'écriture. Je pense que même enfant, j'aimais écrire. Donc ça, c'est un rapport, je dirais, qui fait partie de moi. C'est une passion que j'avais déjà. Puis quand on a fondé le théâtre parmi nous, on a voulu prendre la parole. Il faut dire qu'avant, on a eu des prédécesseurs, comme Michel Tremblay, entre autres, qui avaient osé prendre la parole au niveau du Québec, au niveau de notre propre langue. Et ça a été une grande motivation. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça pour s'approprier notre culture, pour s'exprimer. Ce qui fait que le parmi nous fait partie de cette vague-là. Et quand on a fondé le théâtre parmi nous, bien, on voulait décentraliser la culture, on voulait s'implanter dans une région et on voulait s'exprimer. Et donc, pour s'exprimer, on est passé par la création collective. On était tous des comédiens qui étaient allés dans les 5 écoles de théâtre du Québec à ce moment-là et on a improvisé sur des sujets qui touchaient les gens, la peur du changement, le pouvoir dans les municipalités quand il y a abus, des sujets comme ça. Et on s'est mis donc moi, ça a été ma manière à moi de développer l'écriture. Donc, c'est comme si en improvisant, quand j'improvisais, moi, j'improvisais comme auteur. En quelque part, il y a différentes manières d'improviser, mais moi, déjà dans ma tête, ça allait vite pour construire l'histoire, pour construire le personnage en même temps. Et parmi nous, donc, au départ, pendant quelques années, on a fait nos spectacles avec des créations collectives, un peu comme ça se passait dans d'autres compagnies de théâtre. Mais au bout d'un certain moment, on s'est rendu compte que les créations collectives dans l'ensemble du Québec se ressemblaient en quelque part, parce que peut-être à cause du processus de création lui-même. Et donc, on s'est mis à écrire à des petites équipes de 2-3 personnes, ce qui nous a permis d'apprivoiser encore plus l'écriture. Et là, bien, on en est arrivé à l'auteur unique et j'ai écrit des pièces de théâtre toute seule. Toute seule, avec des organismes. Parce que je pense qu'il fait la force du parmi nous, c'est de travailler en collaboration avec des organismes qui vont s'occuper de toutes sortes de sujets, de problèmes sociaux. À ce moment-là, c'est comme si, par exemple, on travaille avec un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences. Exemple, c'est vraiment un exemple. Bien, on considère que cet organisme-là connaît beaucoup plus le sujet que nous. Mais nous, on connaît beaucoup plus le théâtre. Donc, dans ce sens-là, il y a comme un côté où on est les spécialistes du théâtre, mais les contenus qu'on aborde, on peut bien lire, mais des gens qui consacrent leur travail, leur vie
à s'intéresser ou à se préoccuper d'une problématique sociale, ben c'est une nourriture inouïe. Ah oui. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu vraiment à créer en collaboration avec des organismes. Moi, j'ai écrit des spectacles pour différents groupes d'âge. J'ai écrit des spectacles pour les enfants du primaire. Il y a un spectacle ZUT qui porte sur l'anxiété. Un spectacle j'ai écrit sur la prévention de la radicalisation qui joue au niveau du secondaire pour les 14-17 ans. J'ai écrit pour les personnes âgées dans le cadre de l'année internationale des personnes âgées qui dit vieux sur les gains et les pertes du vieillissement. Je pense que oui. on gagne et on perd, c'est une réalité. Mais j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit sur la violence conjugale. Donc, j'ai travaillé aussi avec différentes, comme avec les Autochtones aussi. Ça m'a permis, l'écriture m'a permis aussi de voyager. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr que moi, mon écriture, elle passe beaucoup par le théâtre. Les autres fois où j'écris, c'est comme ma manière à moi de... Je sais pas comment dire, quand je vais pas bien, je peux écrire, puis ça m'aide. Ça remplace un psychologue. Oui. Vous écrivez, mais aussi, vous avez une façon bien personnelle de voyager depuis maintenant à peu près 5 ans. Vous, les guides touristiques habituels, c'est pas votre tasse de thé. J'aimerais ça que vous nous parliez de cette manière-là de voyager. Bien, tu sais, il y a déjà eu une publicité qui disait « Je pars avec mon bikini, ma brosse à dents. » Moi, je pars avec ma lisole. C'est incontournable. Je veux dire, c'est incroyable. Une lisole, c'est que l'année dernière, par exemple, j'étais allée au Vietnam puis au Cambodge, puis ça m'a permis de lire 17 livres. J'aurais pas pu transporter 17 livres dans mon sac à dos. Et même rendu à l'étranger comme ça, c'est très difficile de trouver des livres en français. Et moi, ben malheureusement, je ne lis pas en anglais, je ne lis pas non plus en vietnamien ni en cambodgien. Donc, ma tablette me permet d'avoir beaucoup de livres. Mais ce que j'ai découvert, je pense que avant, quand je faisais des voyages, je lisais des fois des livres qui se passaient ailleurs, dans d'autres pays. Mais là, quand je suis allée en Inde, avant d'aller en Inde, j'avais entendu parler d'un roman qui s'appelle Shantaram, qui a été écrit par Gregory David Roberts. Peut-être que j'ai pas l'accent, c'est un Australien. Et lui, c'est quelqu'un, c'est un peu une autobiographie, mais c'est quelqu'un qui s'est évadé de l'Australie parce qu'il a fait de la prison, puis qui a vécu en Inde, qui s'est improvisé docteur dans les bidonvilles. Il y a une histoire fascinante qui s'est ramassée en prison, qui a été héroïnomane, qui a écrit son livre. C'est un très bon livre. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'ai commencé à lire le livre, j'avais l'impression de sentir l'odeur de l'Inde. Tu sais, on sait, l'Inde, c'est plein de parfums, c'est plein d'épices, c'est plein d'autres choses aussi qui sentent moins bon, mais ça fait partie de l'Inde. Et donc, quand je suis arrivée en Inde, ben ça m'a fait, Shantaram, quand même, c'est un livre qui, en quelque part, moi, m'habite, me permet de comprendre l'Inde autrement que par un guide touristique. Parce que le guide, lui, il va m'aider à trouver l'hébergement, il va m'aider à trouver les lieux à visiter. Mais comment tu connectes avec l'âme d'un peuple ou avec son histoire? Oui, il y a des livres, mais moi, j'aime ça lire de la fiction. Oui, des autobiographies qui sont en même temps faites de la fiction. Ce qui fait que ça m'a comme beaucoup allumé. Puis l'année dernière, j'étais au Cambodge. Et j'ai cherché une auteure cambodgienne. En fait, j'ai cherché un ou une auteure. Puis je suis tombée sur une autrice, qu'on dit, À l'ombre des arbres millénaires. C'est Vadé Ratner. C'est une autobiographie, encore une fois. Elle a 7 ans. Quand est arrivé en 1975 les Khmers rouges qui ont vidé la ville de Phnom Penh, dans le temps de le dire, je pense que c'est 2 ou 3 jours, c'est effrayant ce que cet enfant-là a vécu. Et en plus, c'était quelqu'un qui portait une ételle, qu'on dit, quelque chose pour la jambe. Oui, attelle. Une attelle, parce qu'elle avait eu la polio. Ah. Et on la suit parce qu'elle est avec sa mère, son père qui se fait tuer, l'autre enfant. Et on suit tout son voyage avec elle. Puis on voit tout ce qu'ils ont vécu. Puis j'ai trouvé que c'était une façon... tu sais, moi, je me rappelais qu'il y avait eu toute la période communiste, le Vietnam, qu'il y avait eu... Ça, oui. Mais c'est comme si maintenant, l'histoire du Cambodge m'habite beaucoup plus parce que je suis passée par ce roman-là. Alors, merci, Vadé Ratner. Pour moi, c'est vraiment un plus. Ouais. Puis ça m'a permis, comme là, je m'en vais aux Philippines, 2 mois et demi. Bon. Parce que mes voyages, maintenant, depuis 5 ans, c'est à peu près 2 mois et demi. J'ai le temps de lire. C'est dans ce temps-là que je lis.
Parce que quand je travaille, je lis des choses reliées à mon travail. Et là, ben, je pense que j'ai trouvé un auteur philippin à lire. C'est à suivre. Oui, c'est à suivre. Avec ma liseuse, qui n'est pas du tout comme une tablette. C'est beaucoup mieux qu'une tablette. Je pourrais faire la promotion sans faire d'argent, tellement c'est extraordinaire. Merci pour cette entrevue très inspirante. Maintenant, on va passer à Micheline qui, elle, nous fait voyager en France avec la conversation à la française. Absolument. Alors, je vous présente Ainsi parlent les Français, Code tabou et mystère de la conversation à la française, paru en 2018. C'est la dernière production de deux journalistes prolifiques, Julie Barlot, qui est québécoise d'origine ontarienne, qui est une anglophone, qui est protestante, et de son conjoint Jean-Benoît Nadeau, qui est québécois francophone et catholique. Alors, le couple a fait de nombreux séjours en France, dont 1 an en 2013-2014 avec leurs 2 jumelles adoptées en Haïti. À cette occasion, elle et lui se sont vraiment imprégnés de la culture française ambiante et ils ont tenu un journal détaillé de leurs expériences. Certaines de ces expériences-là leur ayant causé de multiples défis, comme l'ouverture d'un compte de banque, la location d'un appartement, les contacts avec l'école, etc. Alors, ce volume examine avec humour et bienveillance le rapport des Français à la parole, du comment ils parlent, mais surtout du comment ils conversent. Parce que pour les Français, on sait, la parole délimite leur zone intime, personnelle, sociale et structure leur identité. Quelques exemples. Au niveau de la zone intime, nous, quand on est tassé dans le métro, nous, les Québécois, les Québécoises, on est portés à dire quelque chose, à plaisanter. Eux ne disent rien. Ils n'ont aucun mal à ignorer quelqu'un avec qui ils n'ont rien à faire. S'ils veulent changer de zone, aller vers une zone plus personnelle, disons, à ce moment-là, ils vont parler de leur métier, de leur argent. Ils vont, alors, mais nous, donner notre nom, parler de notre famille, de notre travail, ça signifie absolument pas qu'on est amis avec quelqu'un. Contrairement aux Français, eux qui abordent cette zone-là juste avec des amis. Alors, on voit les différences, là, juste au niveau des mots, le code sous le mot. S'ils font de l'humour, s'ils nous contredisent, ça signifie qu'on est un peu plus avancé vers l'amitié. On n'aurait peut-être pas pensé à ça. Hein? C'est mieux parce qu'à ce moment-là, ils ne nous ignorent pas. Et un autre exemple, pour eux, au niveau de la zone sociale, manger, on sait que c'est très convivial. Alors, dire une bon appétit à une personne qui mange seule, vraiment, là, c'est comme rire un peu d'elle, là. Il y a un chapitre complet sur le fameux bonjour. Toujours dire bonjour. C'est essentiel pour entrer en relation. Bonjour pour eux signifie je suis là, je salue, donc je suis. Pour entrer chez quelqu'un, pour eux, c'est le privilège accordé à celui qui est autorisé à frapper. Alors, quand ils frappent, ça veut dire qu'ils s'annoncent, ça veut dire qu'ils sont autorisés à entrer. Donc, ils frappent, puis ils entrent. Tandis que nous, quand on frappe, c'est qu'on attend la permission d'entrer. Oui, oui. Nous, on peut dire une simple formule de politesse comme « excusez-moi », qui pour nous veut dire « désolé de vous déranger », mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment désolé. Alors, si on dit ça à un Français, son premier réflexe, c'est de se demander quelle faute on a bien pu faire. Ils diront jamais « je ne sais pas ». Parce qu'ils ne veulent pas perdre la face. Ils vont dire non pour oui. Mais là, je veux dire, évidemment, je ne veux pas généraliser, puis les auteurs non plus, là, mais... quand vous voulez savoir d'où un Français vient, OK, ne lui demandez pas d'où venez-vous. Dites-lui plutôt de quelle région êtes-vous. Parce que si vous lui demandez d'où vous venez, il vous dira, ben moi, je suis français, mais mes parents viennent du Liban. Parce que quand on est français, là, on est français. OK? Alors, quand il nous taquine sur notre accent, c'est un jeu un peu brutal, mais c'est un jeu. Alors, ce qu'on peut répondre, nous, à ce moment-là, c'est qu'on peut dire, ben nous, en Nouvelle-France, là, tout le monde parlait français. C'était notre langue commune. Contrairement à vous, ici, en France, où il y a longtemps eu des langues régionales et pas de langue commune. Alors, nous, on parle un bon français, dans le fond, depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ils idolâtrent l'anglais. Ils garent leur auto au parking, puis nous, on la parque dans un stationnement.
En réponse à un merci, on n'a pas avantage à dire « je vous en prie ». C'est préférable de dire « de rien ». Parce que la laïcité demeure un combat en France. Oh, mon Dieu. Il n'y a pas d'interdit de religion dans l'espace privé, mais interdit dans l'espace public. C'est différent ici au Québec, où la démocratie s'est installée grâce à la religion. Eux, ils voulaient se libérer de la religion. Alors, c'est le clergé catholique qui a demandé au Parlement la liberté de religion, garant des droits de la majorité catholique pour nous. Et c'est au Québec que l'Empire britannique a éprouvé pour la première fois les fondements du multiculturalisme en donnant aux catholiques du Canada des droits qu'ils refusaient aux catholiques d'Angleterre et des autres colonies. Les auteurs rapportent de multiples exemples. C'est charmant, ça nous aide à mieux comprendre les Français quand on converse avec eux et ça peut nous aider à mieux nous comprendre aussi. Bon voyage en France, mesdames. Oui. Et je vous dirais que quand on a lu ce volume-là, on peut dire, quand on parle au français, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du coup. Bien dit. Alors, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Monique, maintenant, tu vas nous parler de scandale. Oui. Alors, moi, je vous amène en Angleterre. Je vais vous parler d'un volume qui s'intitule « Anatomie d'un scandale » de Sarah Vaughan. D'abord, un mot de l'auteur. Elle est anglaise. Elle a fait des études d'anglais à Oxford. D'ailleurs, son roman se passe à Oxford. Et par la suite, elle s'est consacrée au journalisme. Elle a travaillé pendant 11 ans pour le Guardian avant de publier 3 livres, La meilleure d'entre nous, La ferme du bout du monde et Anatomie d'un scandale. De quoi il est question dans ce volume? D'abord, c'est un roman qui gravite autour de 3 personnages. Le premier personnage, le plus important, c'est Holly, qui est issue d'un milieu ouvrier, qui est très intelligente et qui est admise à Oxford. Elle doit travailler dur et elle doit sa réussite à son seul mérite. Elle est amie avec Allison. Je mentionne Allison parce qu'elle va avoir un rôle à jouer un peu plus tard. Elle se fera violer et elle quitte l'université. Mais on la retrouve sous les traits de Kate, avocate brillante qui connaît le succès et à qui on confie la grosse affaire, défendre une victime de viol. Oh. Sophie, le deuxième personnage. Sophie, ça, c'est l'une de ces beautés qui ont traversé les années d'université avec aisance, qui n'ont presque jamais perdu de temps avec des gens de la classe ouvrière. Elle savait les reconnaître d'emblée, un peu comme si elle les sentait, là. Et elle a étudié, comme plusieurs de ses semblables, l'histoire de l'art, les lettres, rien de trop spécifique ou d'utile, parce qu'elle n'aura pas à travailler. Elle est là pour se trouver un mari aussi riche et beau qu'elle-même. Et enfin, le troisième personnage, c'est James, qui est aussi étudiant à Oxford. Lui, il est le champion de l'équipe d'aviron. Il vient d'un milieu aisé. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il se permet tout. Sa naissance lui offre toutes les possibilités. Et après des études sans souci, il épouse Sophie et occupe un des postes les plus élevés dans la hiérarchie politique. D'ailleurs, il est un ami de longue date du premier ministre. Bon, alors la vie est belle pour lui. Moi, pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Bon, d'abord, ça se passe en Angleterre. Et moi, j'aime l'Angleterre. J'aime la littérature anglaise, j'aime l'histoire anglaise. Bon, sauf la langue, ça, j'y arrive pas. Mais bon, c'est une histoire. Alors, donc, ça se passe dans une des universités les plus prestigieuses du pays. Elle met en scène des personnages issus de différentes classes sociales. Et ça, en Angleterre, c'est encore très présent, les classes sociales. Nous, on n'imagine pas tellement ce genre de situation-là, mais en Angleterre, écoute, il y a encore les comtes, les ducs, les barons, etc. Et même s'ils vivent dans leur quotidien, dans le même milieu, on voit très bien que c'est fait de façon très différente. L'autre élément pour lequel j'ai aimé ce volume, c'est Anatomie. Et c'est vraiment Anatomie parce que l'auteur arrive à bien décortiquer chacun des personnages et à nous faire
voir l'évolution que chacun des personnages va connaître. On commence avec Holly, qui est une jeune étudiante un peu perdue dans le milieu dans lequel elle gravite, qui manque d'assurance, et on la retrouve sous les traits de Kate, une avocate aguerrie, bon, en raison de ce qu'elle a connu comme histoire. On a Sophie, qui est en adoration devant son mari, et qui, à un moment donné, finit par se poser des questions, par se demander, écoute, y est-tu vraiment si... Et on a enfin James qui perd de son assurance, qui perd de sa prestance parce que il est ami avec le premier ministre, il occupe un poste très important et tout à coup, il se retrouve au tribunal. Donc, c'est un roman qui est bien ficelé. C'est un roman où l'intrigue est toujours maintenue. Et si le tempo baisse un peu, hop, là, il arrive un petit quelque chose qui dit « Oh, mon Dieu, encore un chapitre! » Bon, alors, le passage d'une époque à l'autre se fait bien parce que ça s'est joué en 2 temps, quand elle est étudiante et quand elle est avocate. Bon, évidemment, je dirais pas que c'est un des livres qui va vous marquer, là, puis vous dire « Ah, mon Dieu, quand j'ai lu ça, c'était tellement extraordinaire. » Mais c'est un excellent divertissement. Fait que si jamais vous allez en Angleterre, vous pourrez lire Anatomie d'un scandale. Vous allez goûter un peu, là, à l'atmosphère de là-bas. Bien, merci, Monique. Moi, je vais vous parler d'un auteur, Marc-André Chabot, là, qui a écrit « Dis-moi qui doit mourir ». C'est paru en 2019. L'auteur, il a obtenu sa licence en droit, mais il a bifurqué vers la télévision. Alors, il a été réalisateur-concepteur, et là, des émissions que vous allez probablement connaître. « L'enfer, c'est nous autres »,« Un an avec Céline »,« Le point J »,« 2 hommes en or ». En octobre 2018, il publiait « Étienne Boulay », le parcours d'un battant. Et en 2019, il a écrit son premier roman qui est « Dis-moi qui doit mourir ». Le récit. Alors, le récit, c'est l'histoire d'Antoine, qui est un jeune homme qui a perdu son bébé et dont le couple n'a pas survécu à la mort du bébé. Depuis ce temps-là, il tolère plus les injustices. Il lit les journaux, ça passe plus. Pour lui, c'est toujours les ordures qui gagnent. C'est très rarement les gens gentils. Et il rêve, juste pour une fois, que ce soit les gentils qui gagnent au pointage entre les bons et les salopards. Bon. Un soir, l'occasion s'y prête bien malgré lui. Il est attablé à un bar avec un de ses amis. Il rumine ses malheurs parce qu'il est bien dépressif, puis bon, ça va pas bien. Et tout à coup, rentre, et ça se passe à Montréal, moi je voyage à Montréal, un gros caïd qui arrive avec ses 2 gorilles. Il s'assoit à l'écart. Jusque-là, ça va. Tout à coup, il y a un homme qui se lève, tue les 2 gardes du corps et vise le caïd. Sans réfléchir, Antoine s'interpose et sauve le caïd qui s'appelle Sir Chuck et qui est un homme très puissant de la mafia et psychopathe aussi. Alors, homme très puissant, dette d'honneur, alors il aura envers Antoine une dette d'honneur qu'il veut absolument régler. Et il envoie un autre de ses gardes du corps chercher Antoine. Antoine, vous allez bien le comprendre, n'a pas le choix. Il doit suivre le garde du corps. Et là, il lui explique qu'il a une dette envers lui et qu'il doit, ça se paye. Et la façon dont lui a trouvé, et c'est sa façon la façon dont il va faire pour payer sa dette, il lui dit, tu dois me fournir les noms de 5 personnes qui doivent mourir. Antoine, non, pas vraiment. Non. Tu n'as pas le choix. Tu dois me fournir 5 noms. Alors, c'est comme ça que ça commence, ce polar-là, qui est, je vous dis, là, moi, je l'ai trouvé bien palpitant. J'ai pas pu le lâcher parce que c'est une histoire très intéressante, originale, puis il y a vraiment là, la notion du bien et du mal. Ça prend une grande importance dans ce roman-là, puis on peut bien comprendre pourquoi.
La première personne, le nom de la première personne est quand même, c'est très déchirant pour Antoine, mais il n'a pas le choix. Alors, il en donne une, ça va, c'est quand même pas si mal, là. Il vit tant bien que mal avec ça, mais bon. Mais là, lui, c'est pas lui qui se présente pour dire, ben là, ça va être le deuxième nom, ça va être cette personne-là. Alors, il reçoit régulièrement des visites. Il doit aller voir Sirchuk pour toujours essayer de négocier. Ben là, non, pas vraiment. Sirchuk, à un moment donné, là, c'est vraiment, là, il est de plus en plus empressé. Il dit, là, je dois la payer, moi, ma dette d'honneur, là. Fournis-moi des noms, là, parce que ça ira pas tellement bien pour toi, là. Ça tourne mal, hein, tu sais. Alors, Antoine réfléchit, et normalement, il doit fournir des noms, il n'y a pas le choix, là, et tout ça. Mais ce qui ajoute à l'intrigue vraiment extraordinaire, c'est que la finale est à couper le souffle. On s'y attend pas. C'est vraiment surprenant. Alors, moi, j'ai trouvé ce volume-là vraiment intéressant. J'ai bien aimé. J'étais sur le bout de ma chaise. Oh non, 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 non. Puis là, t'es mal. Antoine, il se confie à son ex-conjointe, mais c'est sûr que là, il y a une conversation. Le bien et le mal, hein, ça travaille, tout ça. Mais j'ai bien aimé. Moi, je pense que les gens qui ont aimé, qui aiment les polars devraient quand même se satisfaire de ce polar-là. C'est un livre aussi qu'on retrouve à la bibliothèque si on ne veut pas l'acheter. Alors, je vous remercie, mesdames. Ça a été très inspirant comme émission. Et vous, à la maison, je vais terminer avec cette phrase. Les livres vous ouvrent la porte sur le monde. Vous devez y entrer par vous-même. Merci d'avoir été là. À la prochaine.